Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, JFPI, intervention du secrétaire national par intérim Abraham Diéty. Diaspora, communiqué de la Jossy Gang. Et pour finir, actualité dans le Donbass. Tout de suite, Côte d'Ivoire, JFPI avec l'intervention du secrétaire national par intérim Abraham Diéty. J'ai parlé longuement de la CNC. J'ai parlé aussi du rassemblement de la CNJC à Cocody le mercredi à partir de 15h. Je demande à tout le monde d'être là. Mais je veux parler aussi d'un mouvement qui était un mouvement partenaire qui se constitue aujourd'hui en parti politique. C'est de bonne guerre, c'est leur droit. Si ils créent, tout citoyen décide de créer son parti politique. Mais là où il y a le hic, c'est que le COJEP a été créé par les militants du Front populaire ivoirien. Le COJEP a été animé par les militants du Front populaire ivoirien. Et tous les animateurs du COJEP étaient des militants du Front populaire ivoirien. Et jusqu'à preuve de contraire, ils sont les militants du Front populaire ivoirien. Mais dès lors que le COJEP devient parti politique, ça veut dire le COJEP était un partenaire adversaire ou bien un adversaire partenaire. Et donc, il faut que chacun respecte son ami. Et pour le respect que le COJEP doit avoir pour le FPI, c'est à nous qui devons exiger ce respect-là. Et nous demandons à tous les camarades qui sont allés en mission au COJEP de revenir à la maison. Parce que l'article 22 des statuts du Front populaire ivoirien dit qu'un militant ne peut pas militer dans deux partis à la fois. Le COJEP est devenu parti politique. Si tu es encore militant du Front populaire ivoirien, reviens à la maison. Si tu es militant du Front populaire ivoirien et que tu animes le COJEP, reviens à la maison. Celui qui ne revient pas à la maison, il sera considéré comme militant du COJEP. Et donc, nous allons faire notre partenariat à le considérer comme militant du COJEP, mais plus militant du Front populaire ivoirien. Chers amis, nous vous disons que notre génération, jusqu'à preuve de contraire, notre génération, nous avons deux leaders. Mais vous-même, vous savez qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Les deux leaders que nous avons, nous, notre génération, c'est Blé Boudé et Damana Picasso. Mais l'histoire les regarde. Les pas que chacun d'eux aura à poser, c'est les pas là qui permettront de dessiner et de désigner le leader qu'il faut et le seul capitaine qu'il faut. Et nous demandons d'apprécier et de voir les pas que chacun d'eux est en train de poser. Et l'histoire nous dira qui est le leader qui sera désigné de façon naturelle parce qu'il est resté digne. Je vous remercie. Selon une source qui requiert l'anonymat, l'un des agresseurs du compatriote Johnny Pacheco, le dénommé Taliban Choco, serait encore à l'abri à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France sous la protection des autorités ivoiriennes. Une information que je vous prie de transmettre pour vérification idoine. Tout de suite, Diaspora, communiqué de la Jossy Gang. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Ceci est un communiqué du Jossy Gang suite à l'agression de son leader Johnny Pacheco Antonio. Ivoiriens, Ivoiriennes, le vendredi 21 août 2015 fut une date noire pour notre mouvement appelé communément Jossy Gang, la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, pourquoi? Parce que à travers ce mouvement, nous avons décidé de parler pour les Ivoiriens embrigadés, les Ivoiriens embastillés, et les Ivoiriens qui n'ont plus droit à la parole dans leur propre pays par la faute de Nicolas Sarkozy et la communauté des mafieux internationaux appelés ONU. En effet, depuis qu'ils ont bombardé mon pays, la Côte d'Ivoire, pour installer un Burkinabé appelé Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais été élu par personne, dans le seul but de faire même bas sur les richesses de ce pays, au détriment du président Laurent Gbagbo, le véritable vainqueur des élections présidentielles de 2010,
Nous avons affaire à de vrais voyous qui passent tout leur temps à nous faire subir la misère. Ils ont érigé le rattrapage ethnique et le banditisme politique en programme gouvernemental. C'est dans ce climat délétère, ubuesque, hallucinant et incommensurable que vivent la plupart de nos compatriotes tétanisés chez eux par peur de se faire lâchement assassiner. Comme si cela ne suffisait pas, cette barbarie a été importée jusqu'ici en France, qui est censé être un état de droit où la liberté d'expression est une doctrine fondamentale. Que ne dit-on pas de Nicolas Sarkozy ici en France? Que ne dit-on pas de François Hollande ici en France? Cela a-t-il conduit un citoyen français à la mort, en prison, ou en a-t-il été victime de représailles? Nous disons non. Cela prouve la nature hideuse de ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à une horde de sauvageons appelés rebelles, c'est-à-dire des terroristes, et grâce aux bombes françaises. Ivoiriens, Ivoiriennes, pour revenir à l'actualité brûlante du moment, sachez que dans la nuit du vendredi 21 août 2015, qui représente une date noire pour notre mouvement, Johnny Pacheco Antonio, notre leader qui ne mesure que 1,72 m et ne pèse que 70 kg, a été sauvagement agressé vers 2 h du matin à Paris, dans un maquis par des vandales et des désœuvrés dépourvus d'arguments pour tenir un débat démocratique. Normal, vous me direz qu'ils ont été à l'école de la barbarie, puisque Ahmed Bakayoko qui les a envoyés accomplir cette macabre besogne est issu de la même école en tant qu'ancien bloubard et portier de boîtes de nuit. Les individus au nombre de 30 se sont acharnés sur notre élément à coups de barres de fer, de couteaux, bien que Boni du groupe RAS essayait de le défendre plus ou moins comme il pouvait avec ses moyens. Ce dernier en a d'ailleurs subi aussi les conséquences, puisqu'il s'est fait gazer à plusieurs reprises par l'hippopotame Taliban le chocolat. Après s'être fait voler tous ses papiers, ses portables, ses cartes de crédit et son argent en liquide qu'il avait dans son porte-monnaie, Johnny Pacheco Antonio a été transporté à l'hôpital où il a subi quelques points de suture. Au moment où j'écris ces quelques lignes, ces quelques pamphlets, ces quelques lettres, ces quelques chiffres, je peux vous assurer que notre attaquant de pointe va bien. D'ailleurs, une plainte a été déposée contre Taliban le chocolat et sa bande d'attardés mentaux dont la police a le signalement à travers leurs vidéos de menaces qui pullulent sur la toile. Comme quoi ils vont toujours agir sans faire appel à leur cervelle, en oubliant que chaque acte que nous posons peut avoir des conséquences gravissimes et irréversibles. Ivoiriens, Ivoiriennes, sachez que la lutte continue. Aucune intimidation ni menace n'aura raison de ce combat, de ce noble combat, je dirais. Nous sommes en liberté, donc pensons aux Ivoiriens qui n'ont pas cette chance et au président Laurent Gbagbo qui s'est sacrifié, ou du moins qui s'est toujours sacrifié, durant toute sa vie pour nous, pour notre liberté, pour notre bien-être. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Johnny Pacheco Antonio, le fils du peuple, et tous les membres du Diossi Gang, sans oublier les martyrs de Côte d'Ivoire. Et pour finir, actualité dans le De Donbass. manière générale, aujourd'hui, tout est concentré autour des élections régionales qui auront lieu fin octobre. Et on peut estimer que jusqu'à ces élections, tout devrait tenir plus ou moins bien, puisque le gouvernement en place n'a pas intérêt à, bien sûr, une déstabilisation. Donc c'est la question qui se pose, puisque de toute manière, on va constater un affaiblissement du parti du président Poroshenko, qui s'associait pour ce cas avec Vitaly Klitschko, donc le maire de Kiev et l'ancien boxeur, ou que ce soit le Narodny Front, le Front populaire de Yatsenyuk et Turchinov. Quoi qu'il arrive, il est évident que ces deux partis vont subir des défaites dans la mesure où les élections sont démocratiques, ce qui n'est pas gagné. Et donc, en fait, jusqu'à ces élections, tout va être fait pour que ça tienne plus ou moins bien. Ce à quoi on assiste sur la ligne de front du Donbass, c'est en fait une tentative d'obtenir une victoire, ne serait-ce que symbolique, juste avant les élections. Et il est évident que Kiev se préparait à attaquer dans la région de Mariupol.
et il est aussi Udova-Novaja, c'est-à-dire plus au nord. Et il est évident aussi qu'ils ont renoncé à cette attaque, en tout cas pour l'instant, dans la mesure où les rebelles sont ont parfaitement bien préparé leur position de défense. Donc en fait, finalement, ils en reviennent à la vieille stratégie américaine du bombardement des populations civiles pour essayer, encore une fois, de faire fuir les civils, puisque il ne faut pas oublier que le but de la politique de Kiev dans le Donbass, c'est la Kraïna. C'est-à-dire l'épuration. S'ils ont la possibilité de faire s'enfuir 5 millions de Russes, ils le feront, sans aucun problème. Et finalement, ils maintiennent en fait une pression militaire assez dure, assez terrible, notamment sur les villes qui se situent sur la ligne de front, comme Gorlovka, par exemple, qui est bombardée toutes les nuits, tous les jours. Cela dit, sans pouvoir vraiment avoir les moyens d'enfoncer les lignes du Donbass. Il est évident aujourd'hui que Kiev n'est pas en état de lancer une offensive de grande envergure. Un dernier mot sur les accords de Minsk. Donc, nous l'avions annoncé en février dernier sur Stratpol, et les accords de Minsk ont échoué. Ils ont échoué pour les raisons que nous avions évoquées, c'est-à-dire que Poroshenko s'est rendu à Minsk parce qu'il voulait sauver son armée à Debaltsevo. Or, il n'a pas réussi à sauver son armée, mais il était obligé de signer des accords qui étaient en faveur du Donbass. Et sur les termes de cet accord, il n'en a tenu aucun. Et notamment les plus évidents, c'est-à-dire une amnistie généralisée, l'échange de prisonniers de tous contre tous, la fin du blocus économique. Il faut savoir que le Donbass subit un blocus économique de la part de Kiev qui est dramatique pour les populations civiles, qui ne survivent que grâce à l'aide des Russes. Et surtout à cesser de payer les pensions et les aides sociales des habitants du Donbass. Et ce qui fait que désormais, cela a contribué en fait à détacher davantage les régions du Donbass contrôlées par les rebelles, les détacher davantage de Kiev, puisque désormais, par exemple, à Lugansk, ils viennent d'annoncer qu'officiellement, à partir du 1er septembre, la monnaie est le rouble. Pourquoi ? Parce que finalement, les républiques autoproclamées réussissent plus ou moins à payer les pensions, mais ils n'ont pas de grivna, donc ils les payent en roubles. Donc c'est encore un aspect qui contribue à la dislocation de l'Ukraine en tant qu'État-nation cohérent. Et de manière générale, et on peut le dire et le répéter, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine économique, les Occidentaux, une nouvelle fois, se sont offerts une révolution dont ils n'avaient pas les moyens. Pour permettre à Kiev de triompher, il faut que les Occidentaux donnent 50 milliards tout de suite, sans condition, et qu'ils livrent des armes, et pas des radars de détection d'artillerie ou des petites choses, du lourd, et des avions notamment, puisqu'il l'armée ukrainienne n'a plus d'avions ou quasiment plus. Donc il est évident que l'Occident ne le fera pas, et que donc la Russie a gagné. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut interpréter la dernière déclaration de Vladimir Poutine, lorsqu'il a dit que les Ukrainiens allaient s'en sortir et qu'ils auraient un avenir commun radieux, on va dire, avec la Russie. C'est en gros ces termes. Parce qu'il est évident que Vladimir Poutine sait que déjà la Russie a gagné en Ukraine. Et le problème, c'est de savoir quand est-ce que Kiev va l'admettre. Et quand est-ce que les Américains vont accepter d'arrêter de faire la guerre, puisque c'est eux en fait qui maintiennent la situation de guerre. Les Allemands et les Français se sont retirés, sont incapables de faire pression sur Poroshenko, ou plutôt ne veulent pas, parce qu'ils ont peur des États-Unis. On l'a vu dans le cas du Mistral. La parole de la France désormais ne compte plus. Et là aussi, on peut citer Vladimir Poutine, qui a dit de manière claire que lorsqu'il voulait parler des affaires européennes, il allait à Washington. Et on peut conclure là-dessus d'ailleurs, c'est que si vraiment la Russie avait voulu obtenir le Mistral, c'est pas avec Paris qu'elle aurait négocié, mais c'est avec Washington. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.